Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc, ce film de 2002, je suppose que la plupart d'entre vous ne l'aviez pas vu. Quels sont ceux qui l'aviez vu, simplement? Bon, zéro. Bien, Hong Sang-soo, et je le prononce à la française, hein, je ne sais pas très bien si c'est la bonne façon de le prononcer. En tout cas, pour les cinéphiles patentés, est considéré comme peut-être le meilleur cinéaste coréen d'aujourd'hui. Et ils commencent à être nombreux. Ils sont quand même importants. La Corée, au point de vue du cinéma, devient un pays très important. Et même ces mêmes cinéphiles sont prêts à le considérer comme un des grands, vraiment un des très grands cinéastes d'aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un film qui a pu vous sembler étrange dans sa construction, puisque là vous passez directement du récit traditionnel au récit moderne, c'est-à-dire que on vous refuse la bonne dramaturgie classique qui veut que on vous fait une crise dans un présent parce que il y a un passé qui est lourd et qu'il faut se libérer de ce passé pour aller vers le futur. Ici, vous êtes dans la modernité, c'est-à-dire vous n'êtes que dans du présent, que le présent et rien que le présent. Et quand à la fin, on vous propose du futur, c'est la catastrophe. Ou c'est la fin heureuse, selon votre goût. Donc, ce qu'il y a pour moi, ce que je considère tout à fait merveilleux dans ce film, c'est qu'il prend le parti, ou le parti pris comme on veut, de filmer la platitude de la banalité du quotidien. Rien n'est plus banal que tout ce qu'on a vu. Et dedans, dans cette banalité, il y a la vie. C'est-à-dire que là où Hong Sang-soo est un vrai grand cinéaste, c'est qu'il filme ce que doit filmer le cinéma, c'est-à-dire la vie, mais il filme il filme l'idée, mais comment ça vit la vie. Et là, vous avez vu comment ça vivait la vie. C'est-à-dire que tout est plat, tout a l'air d'un ordinaire total, et toujours, à chaque instant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vivre, vous ne savez pas très bien quoi, et tout le film est fait sur ça. Et entre autres, en définitive, ce que la plupart des récits font, c'est-à-dire ils vous racontent une histoire d'amour, mais une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire avec l'amour. C'est-à-dire comment, justement, ça vit l'amour, et c'est pas aussi simple que beaucoup de récits le disent. C'est finalement assez complexe. Alors, là encore, l'idée de travailler à partir du cinéma, puisqu'on part directement du cinéma, un acteur qui est en train de rater sa carrière d'acteur, donc en mauvaise position, on l'appelle de Séoul, bon, c'est des villes, ailleurs, quoi, dans une autre ville, et là, il va retrouver un peu tout son passé, et en même temps aussi, d'abord un ami, ensuite une femme, et ensuite une autre femme, et à la fin, il va découvrir au fond ce qu'il aurait voulu réellement aimer, mais cette occasion-là lui avait été offerte une première fois, il l'a oubliée totalement, et quand il la retrouve, c'est fini. C'est tout, c'est très simple. Alors comment c'est fait? C'est fait au point du cinéma, de façon là aussi très simple, c'est revenir à l'origine, un plan,
Et on ne bouge pas du plan. Un autre plan, un autre plan. À chaque fois des plans admirablement construits, d'une sorte de vraie grande beauté, sans que cette beauté soit ostentatoire, sans qu'elle soit, qu'on vous dise surtout, regardez comme c'est beau. Voyez, non, une beauté très simple, avec évidemment quelquefois, malgré tout, visible, en particulier sur les paysages, où vous avez des lacs, etc., qui sont magnifiques, ou bon, je sais pas, ou un plan, prenez un plan qui lui est un peu plus marquant, et qui est pourtant d'une simplicité totale, c'est quand notre héros est au-dessus de la maison de la femme qu'il aime, et sur la colline où il y avait des enfants, il est complètement allongé avec juste les fils télégraphiques qui sont derrière. C'est très simple comme photo, et en même temps c'est admirable. Et tout le film est fait sur cette beauté que l'on vous propose, que l'on vous cache en même temps, et qui correspond au déroulement même et de l'histoire et du film qui est en train de vous être raconté. Alors, je reconnais que c'est toujours pareil, la modernité en art, et au cinéma comme dans les autres arts, c'est exigeant d'une certaine façon, ça déroute, ça peut paraître ennuyeux, il y a toutes ces possibilités-là. Ça, c'est à chacun de jouer son jeu. Le cinéaste joue le jeu, il joue son jeu, évidemment. À nous de recevoir ce qu'il nous offre, à nous de le ressentir, et donc à nous d'entrer dans cette modernité, ou de la refuser. C'est évident que ça, c'est un risque. Voilà, alors c'est un peu ce que je vais à dire immédiatement sur ce film, pour peut-être, en tout cas pour ceux qui n'ont pas très bien vu, et la raison pourquoi j'ai choisi ce film, et d'autre part aussi ce qu'a voulu dire le cinéaste. Bon, c'est une proposition que je vous fais et qui me semble venir du film. Ben, à vous de dire oui, non, etc. Bon, je vous écoute. Allez, courage. Oui, ah non, bon. Bon, ah, oui. Monsieur. Oui, bonsoir. C'est peut-être un film qu'on aime la deuxième fois. Ça me rappelle un peu le film de Robert Bresson, qui, un condamné à mort, s'est échappé, que je n'avais pas du tout aimé la première fois et beaucoup aimé la deuxième. Alors peut-être que ce film aurait la même... vous verrez, si vous le revoyez, vous verrez. Voilà. Je vous jure que... Non, ça, c'est un très très beau film. Mais c'est pas facile. Je reconnais. Il faut c'est un peu comme Bresson, d'ailleurs. Des cinéastes... Bon, Bresson était d'une grande modernité à son époque. Ici, On Sang-so, il est de la modernité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, le film est de 2002, il a 12 ans, il est dans le courant de cette modernité. D'ailleurs, quand il est sorti, il était encore beaucoup plus moderne dans ce sens-là, et donc il a eu encore moins de bonnes réactions, quoi. Il y a quelques critiques ont admiré le film, ou l'ont profondément aimé, mais le public, dans l'ensemble, ne l'a pas aimé, même en Corée. C'est un film qui n'a pas non plus... moi, ce que je trouve en plus magnifique dans ce film, et c'est là aussi, c'est quand même la grande modernité, c'est que vous ne voyez plus, alors là, tous les problèmes je ne dirais pas de racisme, mais de façon de voir, ah oui, la Corée, c'est tellement loin, ils sont tellement différents de nous. Enfin, ils sont coréens, mais vous prendriez un Français ou vous prendriez un Américain, ce serait exactement la même chose. Bon, peut-être qu'ils boivent un peu plus, mais c'est pas vrai puisqu'on boit tout autant. Donc,
Donc, c'est tout. Mais c'est la... enfin, il y a quand même quelques phrases qui sont dites et qui sont orientales, mais qui sont tout autant occidentales, et en particulier sur d'abord les monstres derrière l'humain. Il faut tâcher de rester humain pour et ne pas devenir des monstres. Bon, déjà, c'est des phrases qui ne sont pas inutiles à dire et à répéter. D'autre part, il y a d'autres phrases comme ça qui sont sur la nature, la différence de la nature, etc., qui sont tout à fait... Et c'est ce qu'il filme, l'indifférence de la nature. Mais derrière, il y a la vie. Moi, je trouve justement, c'est ça qui est très important de redonner à voir et à comprendre, c'est que il y a l'existence et il y a la vie. Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne sont pas ensemble. Elles sont quand même à la fois superposées, mais elles ont curieusement chacune leur vie. Et des films comme ça vous donnent, la dramaturgie est là, c'est-à-dire où est la vie et où est l'existence. Regardez. Et je trouve que là, c'est une idée qui, en plus, correspond au sentiment aujourd'hui de l'universel, de l'universalité. Et là, il n'y a plus de différence réellement de culture. Par exemple, quelques différences, bon, qui restent encore des problèmes de culture tellement minimes. Pour par exemple, le fait que là-bas, on se salue, on se pliante, etc. Bon, c'est rien du tout. Je veux dire que ça ne dérange pas. Sur les réactions des femmes qui ont, dès qu'on touche un tout petit peu la sensibilité, on se masque, on se cache. Enfin, c'est rien du tout. Et en plus, le film, de ce point de vue-là, est d'une tranquillité totale sur le rapport homme-femme, avec des scènes d'amour qui sont quand même très belles et qui sont quand même parfaitement, je dirais pas crues, mais directes. On ne masque pas, je dirais que d'une certaine façon, c'est beaucoup plus franc même que la façon dont en Occident on représente les scènes d'amour qui sont toujours un peu... On en joue un peu trop, par exemple, ne serait-ce que le film Adèle qui vient de sortir, ou des films comme ça. Je trouve que les scènes d'amour sont magnifiques, et simples, directes, et tranquilles, etc. Enfin, ordinaires, finalement, banales. Et tout le film est comme ça. Et en même temps, je dis, il n'y a rien qui nous distingue de ces gens. Les conversations sont, voilà, elles aussi, des banalités terribles. Moi, je trouve ça magnifique de pouvoir transcender les choses qui sont, en principe, ou a priori, refusées dans une dramaturgie. Vous êtes loin des dialogues, des Audiard, etc. Vous avez au moins des dialogues merveilleusement plats. Bon, on ne peut pas faire mieux. Bon, je sais pas, je vous écoute toujours parce que j'apprends que ce film vous interroge. Vous interroge en tout cas. Bon. C'est un film qui est difficile à comprendre. Oui, c'est vrai. Oui et non, mais je vous jure que il est difficile à comprendre parce que justement, il n'est pas fait que pour que, pas un seul moment, on vous donne une explication. Vous regardez vivre, c'est tout. Vous regardez vivre. Et ça, peu de récits cinématographiques et même littéraires ou au théâtre vous donnent ça. Voir les gens vivre. Et il y a une dramaturgie dans simplement la vie. Et c'est vrai.
Bon, par exemple, le nombre de plans, moi j'adore. En plus, bon, alors là, en revanche, on est quand même ailleurs. C'est-à-dire l'architecture de ce pays, les maisons, etc., les rues, le nombre, par exemple, les promenades dans les lieux de commerce. Il y a un moment où vous croyez dans un souk arabe. Dans d'autres moments, on fait pas la lessive, mais enfin, une femme comme ça au bord de la route est en train de battre je sais pas quoi, des herbes. Bon. Donc l'important, je trouve très beau ce moment où on abat c'est des kiwis, c'est ça? Non, pas des kiwis, des kakis, c'est ça, des kakis. Tout ça est très, très ordinaire et en même temps, c'est vrai que ça a quelque chose. Enfin, une poésie inhérente. Je préfère toujours utiliser ce mot une poésie inhérente à la banalité. Et c'est ça qui est dérangeant parce que toute dramaturgie, a priori, au contraire, est pour vous intéresser à une tension, à un conflit. Là, le conflit est en fait totalement intérieur. Alors, il y a des scènes qui sont pour ça, par exemple, au point de vue aussi filmage, le travail sur les couleurs, des couleurs qui sont légèrement agressives, surtout au début. Et en particulier, alors prenons une scène où alors là, la couleur est vraiment agressive. C'est la scène disons, orgiaque, façon de parler, où les deux hommes, enfin, où les quatre personnages sont à poil, quoi. Les deux hommes et les femmes totalement. Bon, ce qu'on pourrait appeler une scène, utilisons les mots après tout, de partout, etc. Mais en fait, c'est une scène de beuverie un peu idiote, où on se déshabillait pour. Et en même temps, il n'y a aucun amour possible. Enfin, il y a quelque chose et là, c'est un tout petit peu exagéré. Et vous avez vu que la couleur, une espèce de couleur un peu rouge, rose, assez, enfin, sans beauté, sans âme. Et si vous regardez bien le jeu des couleurs, il y a un travail de subtilité où on vous les donne à voir en tant qu'elles réfléchissent malgré tout des désirs de sublimation. On voudrait que ce soit mieux. On voudrait que les personnages aimeraient tellement être dans un monde beaucoup plus beau. Et ce monde est banal. Enfin, je répète toujours ce mot parce que je ne peux rien. Il est banal. Et il faut s'adapter à ces couleurs-là, il faut s'adapter au paysage, il faut s'adapter à ces gens, et en même temps accepter une vie qui est une vie... Ouais. Il y a quand même une idée qui est assez pessimiste dans le film, c'est que il n'y a pas de véritable transcendance de l'idée de vivre. C'est un monde qui est, au fond, enfin, tel que nous le représente, un monde médiocre. C'est d'ailleurs tout à fait donné au début, et en particulier le rapport avec le producteur, ou enfin le metteur en scène, où d'emblée c'est médiocre. Toi, tu viens de nous demander de l'argent, alors qu'on a voulu faire une œuvre d'art qui a échoué, et tu oses venir demander un peu d'argent. Bon, tu es un monstre, enfin, tout ça vous l'avez vu. C'est-à-dire un monstre finalement médiocre qui voudrait jouer on voudrait l'idéaliser, et en réalité, il est triste. Et l'amour voudrait sortir de ça, mais en même temps, l'amour, ça va se retrouver avec une certaine médiocrité, oui et non, parce que cette femme est quand même mariée avec un homme qui peut-être va réussir. Enfin, l'idée de réussite. Bon, et à la fin, la réussite ne sera pas là. Bien sûr qu'il y a un film de ce point de vue sur la vision du monde. C'est un film un peu pessimiste.
on en ferait presque un film d'aujourd'hui en France, quoi. Voilà. Mais c'est drôle comme un film, ça peut te dire tellement de choses. Enfin, quand on a affaire à un très grand cinéaste, évidemment. Je n'ai pas d'autres réactions. Bon, ah. Oui, attendez, on arrive avec le micro. Oui, j'ai pas tout saisi dans le film. À un Comment ? moment, il y a un fil conducteur avec la fable de la porte tournante. À la porte tournante. Alors là, et en fait, on le voit à la fin du film, oui. où le personnage, effectivement, est frappé par la foudre. Pardon, j'entends pas. Où le personnage, à la fin du film, est frappé par la pluie et les éclairs. Oui, bien sûr. On y voit un accomplissement de cette fable. C'est-à-dire que bon, le mythe, c'est-à-dire le côté religieux, ou le côté de la religion persiste, évidemment, avec ce temple que l'on va visiter, bon, et que lui ne va pas visiter avec son copain. Mais ce mythe de cette porte tournante, c'est-à-dire de la princesse qui est devenue serpent par rapport à celui qui a... par rapport à l'homme, ça c'est bien ça, hein, c'est bien la princesse qui dit le serpent. C'est-à-dire que le... Hein? Ah, c'est le roturier. Voilà, il est réincarné en serpent. Et... Oui, c'est ça. Bon. Enfin, des mythes justement où on est pris dans son propre piège, ne sachant pas qu'on... Enfin, ce qui est beau dans le film, c'est qu'ils ne savent... Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'ils ne savent... Ils sentent peut-être que ce sont des pièges qui se tendent les uns aux autres et qu'en fin de compte, ils sont pris à leur propre piège. Je pense que c'est cette idée-là. Maintenant, c'est là où les cultures, malgré tout, jouent et le sens religieux d'une légende comme celle-là ou d'un mythe comme celui-là, bon, ce n'est pas sûr que je le comprenne entièrement, parce qu'il y a quand même des problèmes de culture. Mais je crois que c'est cette idée-là. On est pris, on se fait son propre serpent. Et c'est un peu tout le système du film. Merci. Alors, à la fin, ce qui est de merveilleux, c'est que, et là le spectateur est complètement pris au piège, lui aussi, il devient serpent, c'est-à-dire que comment ça s'appelle, la voyante qui prédit, bon, déjà, c'est une scène quand même assez étonnante. Il y a un couple, elle prédit tout à la femme devant l'autre, ne sachant pas qui il est a priori. Bon, c'est déjà une scène tout à fait forte, tout en ayant l'air très, très, très simple, très, très naturel. Et ce qu'après, justement, il va dans la maison, la porte est fermée, la pluie, bon, l'espoir est fini. Finalement, ça peut être la voyante qui a raison. Elle va être heureuse. Je ne crois pas d'une seconde, mais enfin, on peut le croire. Lui, c'est fini, il va rentrer dans le malheur. Bon, c'est ce qu'on voit avec la pluie, mais en même temps, bon, c'est pas certain non plus. C'est-à-dire que, une fois de plus, je répète, le futur arrive à la fin, on le propose, et ce futur n'est même pas certain. Donc, il n'y aura pas de futur, il n'y aura que du présent. Après, débrouillez-vous avec ce présent et faites-en ce que vous voulez. C'est votre problème, j'entends, pour les personnages, mais aussi pour nous, spectateurs. Nous ne sommes plus... quand vous avez le mot « fin » à la fin, qui n'apparaît pas d'ailleurs, ce que dans la plupart de la dramaturgie, enfin, quand vous faites des récits de dramaturgie classique, vous avez le futur ou la réussite qui est annoncée. On vous l'annonce, on vous le dit. Maintenant, voilà,
Un grand film classique, je parle que film, enfin c'est vrai pour la littérature, un grand film classique, c'est quand vous avez le mot fin à la fin, vous n'avez plus le droit d'inventer ou d'essayer de savoir ce qui va arriver au personnage. Fin, on arrête. Dans un film moderne, le mot fin ne peut pas être. Et d'ailleurs, ça c'est une chose que je peut-être vous déjà dit, mais c'est en tout cas une des caractéristiques du cinéma moderne, c'est d'avoir arrêté d'utiliser le mot fin à la fin d'un film, fin ou the end ou endé, etc. ou que, etc. Enfin, ce que vous voudrez, vous n'avez plus le mot fin. Vous avez un générique pendant 2 ou 3 minutes qui vous autorise à imaginer qu'est-ce qui va arriver ensuite au personnage. Alors qu'une bonne dramaturgie bien classique, une fois qu'il y a le mot fin, c'est fini. Vous n'allez pas mettre une... C'est qu'il y a quand même des gens qui essayent de s'amuser à savoir qu'est-ce qui va arriver après Célimène, dans le Misanthrope, etc. Bon, enfin... Moi, je m'arrête au mot fin de Molière, ça me suffit. Alors que dans le cinéma, dans la modernité, en parlant du cinéma moderne, justement, on supprime le futur. On ne va plus vers le futur, on n'est que dans du présent qui continue, qui se succède. Et alors, après, essayez de vous trouver un chemin dans le présent et de mener ce chemin. Et c'est là, si on veut reprendre la légende de la porte tournante, c'est que justement la porte est tournante et quel chemin vous allez prendre, ça. Et en plus c'est filmé, je veux dire que à la fin on est bien dans des chemins, on est bien dans des routes, on est bien dans des voies. Quelle voie va-t-il prendre? Et on se retrouve devant une porte, et la porte est fermée, etc. Il filme chaque jour. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma. Enfin, qui fait du cinéma un art. Bien, je ne sais pas, on va peut-être... à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire. Enfin, moi, je suis très content de l'avoir présenté. Bon, je vois qu'il y a eu moins de monde que d'habitude et beaucoup de gens sont partis après la séance, après le film. C'est un peu dommage. Enfin bon, en tout cas pour ceux qui sont là, revoyez le film, vous verrez qu'il vous plaira beaucoup. Comment ? Non, mais on peut. Il n'y a aucune raison de ne pas bien le recevoir, mais c'est pas facile, je reconnais. Et puis en plus, n'oublions pas qu'actuellement, le cinéma asiatique est quand même un grand cinéma. Je ne dirais pas qu'on a passé le relais, il n'y a pas de raison. Il y a des grands cinémas japonais ou chinois un peu moins, mais depuis très 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 longtemps. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a... Entre autres la Corée qui n'avait pas un grand cinéma jusqu'il y a 40 ans, maintenant est devenu un pays, je dirais, capital dans le cinéma mondial. Enfin voilà. Bon, écoutez, merci, puis au mois prochain. Là, on va parler français après.